Je m'intéresse à lui, à elle, mais aussi à lui, à elle, à eux. Je les observe, les analyse, essaye de comprendre comment ils fonctionnent, car comprendre le monde du vivant qui m'entoure, c'est pouvoir mieux vivre avec lui. Et cette année, c'est la mienne, l'année de la biologie. Bonjour, bonjour tout le monde. Moi, je suis ravi de vous rencontrer. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Je suis un peu déçu de pas être dans votre collège parce que je préfère venir vous rencontrer directement que de vous parler par visio, mais on va essayer de faire au mieux et de faire le plus interactif, le plus d'échanges possible. Donc, j'ai prévu de vous présenter le travail que je fais au laboratoire et que mon équipe de recherche on mène au laboratoire. Et puis avant, je ferai une introduction sur le domaine dans lequel on travaille, de façon à ce que vous compreniez pourquoi on fait ces choses-là et un peu comment ça marche. Donc, je dirais, le plus simple, ce sera certainement, puisqu'on est en distance, que vous gardiez vos questions. Vous pouvez les écrire sur vos petits carnets de notes. Et puis, à la fin, évidemment, je répondrai à toutes vos questions, que ce soit sur la présentation ou des questions plus générales sur l'université, les études à l'université, le CNRS, Centre national de recherche scientifique, et la recherche scientifique en France et le but de la recherche scientifique. Moi, je vais vous parler de la douleur. Hein, le titre, c'est « Aïe, pourquoi ça fait mal et comment est-ce qu'on perçoit la douleur ?» Ça, c'est le thème de mes recherches et ce qu'on fait au laboratoire pour notre recherche scientifique. Alors, le laboratoire, c'est un laboratoire de recherche de l'université Côte d'Azur, qui est l'université de Nice, qui avant s'appelait Université de Nice-Sophia Antipolis, et qui vient de changer de nom il y a un peu plus d'un an pour devenir Université Côte d'Azur. Donc, c'est une grande université française qui est très active en recherche et qui fait partie des 20 meilleures universités en France pour faire de la recherche scientifique. Et nous, dans ce laboratoire, qui est situé à Sophia Antipolis, on travaille sur la douleur. Il y a d'autres équipes qui travaillent sur d'autres thématiques, que ce soit des neurosciences, la maladie d'Alzheimer par exemple, les épilepsies, et d'autres équipes qui travaillent sur le cancer, etc. Donc il y a une vingtaine d'équipes de recherche et il y a une vingtaine de thèmes de recherche qui sont développés dans cet institut de recherche. Alors, la diapositive suivante, c'est simplement pour vous présenter le contexte. Hein, on voit que l'Université Côte d'Azur est dans ce laboratoire. Le Centre national de la recherche scientifique, qu'on appelle le CNRS, est aussi dans ce laboratoire. Et puis, il y a des chercheurs aussi qui travaillent pour l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, dont on entend beaucoup parler en ce moment pendant la pandémie, parce que l'INSERM a aussi des chercheurs qui travaillent sur la santé. Et tous ces gens-là travaillent pour le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports dans la partie enseignement supérieur. Une petite diapositive de transition pour vous montrer à quoi ça sert la recherche scientifique telle qu'on l'amène dans ces laboratoires, telle qu'on l'a fait dans ces laboratoires. Fondamentalement, c'est de la recherche fondamentale. Donc, l'objectif de cette recherche, c'est de comprendre les mécanismes biologiques fondamentaux du thème qu'on étudie. Donc, moi, j'étudie la douleur, donc je cherche à comprendre les mécanismes biologiques fondamentaux de la douleur. Donc, comment ça marche? Comment ça marche au niveau des cellules, au niveau des molécules. Ensuite, l'étape suivante, ça va être de valider de nouvelles cibles moléculaires et voir peut-être des outils pour résoudre le problème. Donc, nous, on cherche à développer des outils innovants, l'innovation, pour lutter contre la douleur.
Et je vous présenterai quelques diapositives parce qu'à l'IPMC, à l'Institut de pharmacologie, on a une approche originale parce qu'on utilise des toxines qu'on extrait de venin de serpent, venin d'araignée, etc., pour essayer de bloquer la douleur, pour lutter contre la douleur. Et l'idée, au final, ce n'est pas nous qui la développons, mais quand on travaille avec des médecins, l'idée, c'est de développer des nouvelles stratégies thérapeutiques antidouleurs, on dit antalgiques, antidouleurs, et de nouveaux traitements contre la douleur. Alors, c'est un domaine qui est très, je vais dire, très chaud, très à la mode, très à la pointe, puisqu'on a vu cette année 2 prix Nobel qui ont été donnés, prix Nobel pour la recherche en santé, prix Nobel de médecine, qui ont été donnés à 2 chercheurs américains qui travaillent exactement sur les mêmes choses que ce sur quoi nous travaillons à l'Institut de pharmacologie. Moi, je rencontre de temps en temps David Julius et Ardem Patapoutian, qui sont 2 personnes qui dirigent des laboratoires aux États-Unis et qui ont découvert des molécules et des traitements, dont je vous parlerai un peu tout à l'heure, qui permettent de mieux comprendre les mécanismes fondamentaux de la douleur. Alors, eux, en particulier, ils ont découvert comment est-ce qu'on perçoit la température, le chaud. Ça, c'est David Julius qui a montré qu'il y a un récepteur qui va permettre de sentir la chaleur. Donc, quand on se brûle, par exemple, ce récepteur est très actif et il nous informe qu'on est en train de se brûler. Et puis, Ardem Patapoutian, lui, a découvert comment est-ce qu'on va sentir la pression. Donc, quand je me tape sur le doigt avec le marteau, eh bien, ça fait très mal et ça va activer une molécule, un récepteur qui a été découvert par Ardem Patapoutian. Donc, ce sont des recherches qui sont très actives et qui sont très à la pointe, qui utilisent toutes les techniques, les technologies possibles et imaginables les plus récentes pour essayer de comprendre fondamentalement comment est-ce qu'on va percevoir la douleur. Mais quand on travaille dans un domaine comme ça, il est toujours très important de définir ce sur quoi on travaille. Et donc, on a une partie en amont de notre travail, ce n'est pas nous qui le faisons directement, mais on y collabore, on y participe. On cherche à définir le thème, le domaine sur lequel on travaille. Et la première question, mais qu'est-ce que c'est que la douleur? Et puis, à quoi ça sert? Finalement, peut-être c'est très utile, la douleur. Alors, fondamentalement, la douleur, c'est un signal d'alarme. Un signal d'alarme qui doit nous avertir qu'il se passe quelque chose qui peut être dangereux pour notre organisme. Ça, c'est très important. On a souvent une expérience négative de la douleur, on dit ça fait mal, c'est désagréable. C'est fait exprès. Il faut comprendre qu'au cours de l'évolution, les animaux ont développé la douleur comme un signal d'alarme. Attention, je suis en train de me brûler le bras parce que je passe le bras sous l'eau chaude ou j'ai la main dans le feu et je suis en train de me brûler, ça c'est dangereux. Donc c'est un signal d'alarme. Et pour renforcer ce signal d'alarme, l'évolution a créé une émotion désagréable qui va avec la douleur. Et avec cette émotion, on se souvient très fortement que telle expérience est douloureuse et donc potentiellement dangereuse. Si je mets la main dans le feu, on dit aux petits-enfants, quand ils s'approchent du feu, « t'approches pas, tu vas te brûler ». Et puis peut-être le petit enfant, il met la main trop près du feu, il se brûle. Ah, ça c'est dangereux, il retire la main rapidement parce qu'il sent que c'est douloureux. Et cette émotion désagréable va lui permettre de se souvenir que le feu, c'est désagréable et c'est dangereux. Donc c'est vraiment un signal d'alarme qui doit nous permettre de nous protéger. Et alors, la preuve de ce rôle de la douleur, du signal d'alarme, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui ne sentent pas la douleur. Voilà. Au cours de l'évolution, ils ont eu peut-être leurs ancêtres ont eu des mutations dans ces fameuses molécules qui ressentent la douleur, que je vous présenterai tout à l'heure. Et ces personnes ne sentent pas la douleur. Ils sont insensibles à la douleur. Et on le voit ici, j'ai mis quelques illustrations, et ce sont des illustrations qui sont plutôt... qui peuvent être un peu frappantes, mais qui sont quand même assez modérées par rapport à ce qu'on peut voir, c'est que ces gens-là, quand ils se blessent, eh bien, ils ne ressentent pas la douleur, donc ils ne se soignent pas.
ils se blessent, ils ne se rendent pas compte. Ils se rongent les doigts. Il y en a qui se rongent les doigts, et puis, ou alors ils se coupent le doigt. Mais comme ils ne sentent pas la douleur, finalement, ils ne se soignent pas. On voit ici en bas une personne qui a une luxation de la cheville. On voit les radiographies qui ont été prises avant de se faire soigner. Eh bien, cette personne, elle marche avec une luxation de sa cheville. Et elle ne s'en rend pas compte. Puisqu'elle ne sent pas la douleur, elle continue à marcher, cas un, cas en, effectivement, mais elle ne se soigne pas parce qu'elle ne sent pas cette douleur. Donc ça, c'est vraiment l'information, la confirmation que la douleur, c'est un signal d'alarme très important pour qu'on réagisse et que déjà on se protège. Si on est trop près d'un feu, par exemple, il faut s'en éloigner, il faut se protéger. Et puis ensuite, il faut réagir, il faut se soigner, il faut se protéger, il faut se soigner. Les fractures sont souvent très douloureuses et c'est l'évolution qui l'a fait exprès parce qu'il faut dans ces cas-là se protéger. Le membre qui a été cassé, dont le squelette a été cassé, il ne faut pas s'en servir. Et les gens qui ne ressentent pas la douleur, ils continuent à se servir de ce membre et ça n'arrange pas du tout la situation. Voilà. Si vous regardez sur Internet, vous verrez qu'il y a des gens qui vivent avec des fractures et qui ne s'en rendent pas compte et qui, effectivement, ne se soignent pas et la fracture ne se guérit pas. Donc, la douleur, c'est vraiment un signal d'alarme. Mais c'est aussi une émotion. Et donc, on voit ici sur la diapositive, quelqu'un qui se tape sur le doigt, ça, c'est la douleur, c'est ce qu'on appelle une sensation. Donc, on perçoit quelque chose de très douloureux. Et c'est aussi une émotion. La douleur a deux composantes, c'est la sensation et l'émotion. Et cette émotion est aussi très importante pour que cette douleur devienne extrêmement désagréable et puis qu'on la mémorise, qu'on se souvienne que se taper sur le doigt avec un marteau, c'est quelque chose qui fait mal, mais c'est aussi très désagréable. Et c'est comme ça qu'on apprend très rapidement qu'il vaut mieux éviter de se taper sur les doigts avec un marteau. Il faut faire attention quand on plante des clous. Donc, c'est vraiment important pour nous qui travaillons dans ce domaine de la douleur de bien comprendre ce que c'est que cette douleur et comment, avant de chercher à savoir comment elle fonctionne. Alors, ça, c'est dans le système nerveux central, dans le cerveau des chercheurs. Ce n'est pas ce qu'on fait à l'Institut de pharmacologie, mais c'est ce qui est fait dans d'autres laboratoires en France notamment. Cherche à savoir où est-ce que la douleur elle est localisée dans le cerveau. Puisque finalement, on ressent cette douleur, on va l'exprimer avec notre cerveau, et on voit que, c'est bien connu, il y a deux zones principales qui sont activées lorsque on se fait mal. Et il y en a une qui est vers l'avant du cerveau, qui s'appelle le cortex frontal. Le cortex frontal, c'est le contrôle de nos comportements. Quand on vous dit de vous asseoir et d'être sage et d'écouter, c'est le cortex frontal. Votre cortex frontal, c'est l'avant du cerveau qui est situé ici, l'avant du cerveau qui est actif et qui est le contrôle du comportement. Il y a une autre région qui s'appelle le cortex limbique, peu importe le nom, mais c'est une autre partie du cerveau qui, lui, gère les émotions. Donc, quand vous êtes triste, quand vous êtes gai, cette région du cerveau est très active. Et donc, forcément, lorsque vous vous faites mal, cette région du cerveau va être active, mais sur sa partie négative, une sensation désagréable, un sentiment désagréable. Et puis, il y a une composante, on dit, de la douleur qui est sensorielle, cette fois-ci, et qui est donc dans une autre partie du cerveau qu'on appelle le cortex somesthésique, le cortex sensoriel, et qui, lui, va définir quel type de douleur on ressent. Puisque quand on se brûle, ce n'est pas la même chose que quand on se tape sur le doigt avec un marteau. C'est deux types de douleurs différents et ça va activer deux sensations différentes. Et donc, cette partie du cortex va définir la composante qu'on dit sensoridiscriminative de la douleur. C'est est-ce que je me brûle, est-ce que j'ai trop froid? Si vous sautez dans la mer en ce moment là, qui est à 10 degrés, ça fait mal. Eh bien, c'est une douleur qui est provoquée par le refroidissement.
Et c'est sur cette définition de la composante sensoridiscriminative que les deux chercheurs que je vous ai présentés tout à l'heure ont eu le prix Nobel. Donc, encore une fois, David Julius, lui, c'était la perception de la chaleur, du chaud, quand on se brûle, et Ardem, Patapoutian, et lui, c'était quand on appelle ça la sensation mécanique, c'est-à-dire quand on se tape sur le doigt ou quand on s'écrase un membre, eh bien, on ressent une douleur qui est dite mécanique, parce que c'est une douleur exprimée par la pression mécanique. Donc, on voit bien que ces différentes composantes de la douleur eh bien, sont vraiment localisées dans des endroits très spécifiques du cerveau. La partie suivante, je veux dire, l'autre approche, c'est de se dire, mais finalement, est-ce que c'est important? Finalement, si la douleur, c'est un signal d'alarme pour nous protéger, finalement, est-ce que c'est intéressant d'essayer de développer des médicaments contre la douleur, des traitements contre la douleur, et puis d'essayer de comprendre comment ça fonctionne? La réponse, c'est oui, parce que si la douleur, c'est un signal d'alarme, hein, quand on est en pleine santé, en bonne santé, et on se fait mal, finalement, on essaie de se protéger, c'est un bon signal d'alarme, c'est le rôle normal de la douleur. Mais la douleur peut aussi devenir une maladie en soi, une pathologie, lorsqu'elle devient, on dit chronique, c'est-à-dire lorsqu'elle s'exprime, elle est présente sans raison apparente. Donc, si je me tape sur le doigt avec un marteau, ben, ça fait mal, je retire le doigt. Ça, c'est très bien. Mais beaucoup de gens, et 30% des adultes, hein, vous n'êtes pas encore concernés, vous qui êtes jeunes, mais il y a beaucoup d'adultes, au moins 30% de la population des personnes adultes, qui souffrent de douleurs dites chroniques et pathologiques. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de migraines, par exemple. Les migraineux, et c'est extrêmement handicapant, ce sont des migraines qui se développent sans raison évidente. Donc, une personne est en pleine santé, tout se passe bien, et d'un seul coup, elle ressent qu'elle va faire une crise de migraine et qu'il faut absolument qu'elle se mette dans le noir, au repos, au calme, sans bruit. C'est extrêmement handicapant. Vous imaginez vos professeurs qui feraient des crises de migraine, ils doivent arrêter le cours, ils doivent aller se mettre dans une pièce noire, vous ne pouvez pas travailler dans ces conditions. Donc les gens qui souffrent de migraine, au-delà du fait que c'est extrêmement douloureux, donc c'est des crises de migraine qui peuvent être extrêmement douloureuses, c'est aussi handicapant dans la vie quotidienne. Beaucoup de gens souffrent aussi de sciatique, donc c'est le nerf sciatique, c'est celui qui passe à travers le bassin. Le nerf sciatique, c'est le nerf qui passe à travers le bassin, en dessous du bassin, et qui peut être endommagé, ou souvent il est écrasé, ce nerf. Hein, entre les vertèbres, il va être un peu écrasé, et donc ça va faire des douleurs dans la jambe et le bas du dos, qui peuvent être extrêmement handicapantes. Les gens ne peuvent plus marcher, c'est extrêmement douloureux, donc la douleur, c'est quelque chose de très fort, donc vous ne pouvez plus travailler, vous ne pouvez plus faire vos activités quotidiennes, parce que vous avez cette douleur permanente qui vous lance dans le bas du dos et dans la jambe. Beaucoup de personnes âgées, sont des personnes plus âgées aussi, souffrent d'arthrose. Là, j'ai mis une photo d'une personne qui souffre d'arthrose. Vous voyez que ces articulations des mains sont gonflées, elles sont enflammées, elles sont extrêmement douloureuses. C'est extrêmement handicapant puisqu'on ne peut plus se servir de sa main et puis c'est une douleur permanente, ce qu'on appelle une douleur chronique. Donc, il est important de comprendre comment ça fonctionne la douleur, quels sont les mécanismes fondamentaux de cette douleur pour essayer de soigner ces gens. Aujourd'hui, on a très peu de traitements et beaucoup de gens ne répondent pas à ces traitements pour soigner ces trois maladies que je vous présente ici. Les traitements contre la migraine sont très limités. La sciatique, il y a des opérations chirurgicales, mais ce n'est pas satisfaisant et puis c'est très lourd, c'est risqué. Et l'arthrose, il n'y a pratiquement pas de traitement contre l'arthrose. On utilise des anti-inflammatoires, mais c'est un soulagement qui peut durer quelques heures, mais qui n'est pas permanent. Et l'arthrose, vous voyez, de cette personne qui a ses doigts gonflés, l'arthrose revient très rapidement. Donc, si on comprend, notre idée, c'est que si on comprend pourquoi et comment ces gens ressentent de la douleur, peut-être on va pouvoir développer des nouvelles approches, des nouveaux traitements, des nouvelles idées pour les soigner et les aider. Alors, sur la diapositive suivante,
ici, je vous présente en fait le fonctionnement de cette douleur chronique sur deux schémas, enfin, un schéma avec deux courbes. Donc, d'un côté, on essaie de mesurer une intensité de douleur. Je vous montrerai comment on peut mesurer l'intensité de la douleur. Et ce n'est pas facile parce que la douleur, c'est quelque chose de très personnel. Et moi, je ne peux pas savoir quel est le niveau de douleur que vous ressentez. Vous ne pouvez pas savoir quel serait le niveau de douleur que moi, je ressens parce que c'est quelque chose de très personnel. Ce n'est pas marqué sur la tête de la personne. On a une douleur très forte. On verra qu'il y a des échelles pour essayer de mesurer la douleur. Donc, d'un côté, on regarde l'intensité de la douleur et de l'autre côté, on regarde l'intensité d'une stimulation. Donc, par exemple, quelqu'un se plaint d'avoir des douleurs aux articulations. On fait de l'arthrose, des douleurs aux articulations ici. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toucher son articulation et on va lui demander d'évaluer le niveau de douleur qu'elle ressent. Donc, si c'est extrêmement douloureux, elle va dire « je ressens une douleur de niveau 10, insupportable ». Si c'est à peine sensible, elle va me dire je ne ressens pas de douleur ou très peu de douleur. Et comme ça, on définit un seuil et puis une intensité de réponse, là c'est la courbe violette, qui est une réponse normale. Puisque la douleur, c'est nécessaire, donc c'est certain que si je vous appuie très fort ou si je vous tape sur le doigt avec un marteau, eh bien, vous sentirez une douleur extrêmement forte. Et donc ça, c'est une douleur normale, c'est une réponse normale. Et on sait que dans un certain nombre de situations, une maladie, une inflammation, de l'arthrose, la migraine, eh bien, la douleur, cette courbe ici de réponse normale de la douleur, elle peut se déplacer vers des sensations plus fortes, c'est-à-dire que des stimulations plus faibles vont vous provoquer des douleurs plus fortes. Il y a un déplacement de cette courbe de sensibilité à la douleur vers des stimulations beaucoup plus faibles. Et c'est comme ça qu'on mesure l'hypersensibilité à la douleur. Alors, on utilise du vocabulaire, hyperalgie, allodynie, pour définir si c'est une douleur qui ne devrait pas être douloureuse ou si c'est une hyper-réponse à la douleur. Donc, on étudie au laboratoire ce genre de courbe-là, on le fait sur des modèles animaux, et puis on va définir que le seuil de douleur, le seuil de sensibilité de l'animal varie en plus sensible ou en moins sensible, selon les stimulations qu'on lui apporte et selon le traitement qu'on lui a apporté. Donc ça, ces courbes-là, ça nous permet, nous, de travailler sur des données quantitatives. Puisque la douleur, c'est une émotion, c'est difficile à mesurer une émotion, et puis c'est un ressenti personnel, c'est difficile de ressentir un ressenti personnel. Et donc, on va travailler sur ce qu'on appelle des doses-réponses, c'est-à-dire une stimulation d'une certaine intensité qui, normalement, n'est pas douloureuse, et on voit que dans certaines conditions, l'animal ou le patient va répondre et déclarer une douleur. Et dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y a eu un déplacement de sa sensibilité douloureuse, une hypersensibilité à la douleur. Donc, ce genre de courbe, qui est un peu abstraite, c'est quand même extrêmement important pour pouvoir travailler sur, comparer les choses entre elles, travailler sur des données quantitatives. Or, la science aujourd'hui, c'est travailler sur des observations autant que possible quantitative. On va comparer des valeurs et puis on va dire là c'est plus sensible, là c'est moins sensible. Donc le traitement est efficace puisqu'on va redéplacer cette courbe rouge vers la courbe normale violette, mais il faut pouvoir la mesurer dans ces cas-là. Je vous ai mis en bas ici les seuils de sensibilité douloureuse. Alors pression mécanique, ça ne veut pas dire grand-chose, pas facile de savoir ce que c'est que 4 kg par centimètre carré. Mais je dirais que si vous mettez un poids de 4 kg sur 1 cm² de votre main ou de votre pied, eh bien, normalement, c'est douloureux. En dessous, vous le sentez, mais ce n'est pas douloureux. On est en dessous des seuils de sensibilité à la douleur. La chaleur, on considère qu'au-dessus de 42 degrés, on commence à sentir de la douleur. Alors, au début, c'est une douleur qui est assez faible, et puis assez rapidement, quand on monte 42, 43, 44, 45 degrés, c'est déjà assez douloureux. Donc, si vous prenez une douche à 45 degrés, eh bien, vous seriez dans une zone de douleur qui est aux alentours de 5 ou 6, sur une échelle de 0 à 10. Et le froid, c'est 17 degrés. Donc, en dessous de 17 degrés, vous vous plongez dans la mer en dessous de 17 degrés, à 10 degrés comme elle est à peu près en ce moment, eh bien, vous ressentez d'abord de la douleur.
on peut s'adapter, on peut résister à la douleur. Il y a des gens qui résistent à la douleur. Alors, dans le bas de la courbe, hein, si c'est des douleurs de faible intensité, on peut essayer de maîtriser, de supporter. Si ce sont des douleurs de très forte intensité, c'est impossible de supporter. Et donc, certaines personnes ressentent quotidiennement des douleurs de très, très forte intensité. Tous les migraineux vous diront que les gens qui souffrent de migraine vous diront que les douleurs sont insupportables. Et donc, il faut développer des solutions, il faut comprendre comment fonctionne cette migraine, comment fonctionnent ces douleurs, pour trouver des solutions pour aider ces personnes. Alors, je vous disais, la douleur, c'est difficile à mesurer, parce que c'est quelque chose de très personnel. Moi, je ressens de la douleur, c'est désagréable, etc. Mais c'est difficile pour une personne, un patient, pas un patient, un médecin qui serait en face de moi, il me dit, bon, vous avez mal? Oui, j'ai mal. Comment est-ce qu'on évalue de la douleur? Comme il y a une partie émotionnelle, certaines personnes vont en rajouter un peu. Je dis souvent, oui, faire un peu du cinéma. Parfois oui, parfois non. Mais il faut pouvoir l'évaluer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des échelles d'évaluation qui sont dites semi-quantitatives ou des échelles visuelles. Donc, à droite, ici, je vous ai mis un type d'échelle. Alors, ce que voit le patient, c'est la personne qui dit qu'elle a mal, c'est le triangle rouge. Oui, donc, lui, il ne sait pas quantifier, il ne sait pas quelle quantité ça correspond. Et ce que voit le médecin, ça va être l'échelle qui est derrière, qui est placée derrière ce petit carton. Et quand le médecin demande au patient de placer son niveau de douleur, en général, devant son médecin, on ne ment pas. Donc, on va essayer d'évaluer à son juste niveau le niveau de douleur qu'on ressent, que la personne ressent. Et donc, il place son trait ici sur le triangle rouge. Et puis, le médecin il voit derrière qu'il a 50% du maximum de sensations de douleur. Donc, il existe plusieurs types d'échelles comme ça qui ont été développées. On a des échelles aussi sur les animaux, puisque des vétérinaires aussi vont essayer de voir quels sont les comportements animaux qui correspondent à un niveau de douleur particulier. Donc, si votre chien est en pleine peau, en pleine activité, il n'y a pas de douleur. Par contre, s'il commence à s'arrêter, voire prendre des allures, des postures un peu particulières, des retraits, les oreilles baissées, voire complètement allongées et sans bouger, c'est qu'il peut ressentir des douleurs de plus en plus fortes. Le même type d'échelle est développé, mais sur des tout petits enfants, puisque des tout petits enfants qui peut-être ne parlent pas encore ou ne maîtrisent pas encore le vocabulaire pour pouvoir exprimer leur douleur, ne vont pas pouvoir expliquer à un médecin, au pédiatre, quel est le niveau de douleur qu'ils ressentent. Et donc, il y a des échelles qui sont des échelles visuelles, donc sur la tête que fait le petit enfant, hein, et on voit que plus il a mal et plus il a un visage qui est marqué, et ça veut dire qu'il est en douleur très forte. D'ailleurs, on peut faire une autre étude qui consiste à montrer à une personne qui ne ressent pas de douleur des visages de gens qui expriment la douleur. On peut demander à cette personne d'essayer d'évaluer le niveau de douleur ressentie. Et en général, l'évaluation est assez bonne. Donc, ces échelles visuelles sont très importantes puisqu'elles permettent de quantifier le niveau de douleur qui est ressenti par la personne. Voilà. Donc, à partir de maintenant, sur la deuxième et dernière partie de la présentation, je vais vous présenter un peu ce qu'on fait, nous, au laboratoire, et exactement quel type d'études on peut mener pour essayer de comprendre comment fonctionne la douleur. Donc, le laboratoire, c'est l'Institut de pharmacologie. Et nous, on travaille vraiment au niveau des cellules, au niveau des organes et des molécules, au niveau des cellules et des molécules. Et on essaie, nous, de savoir comment est-ce qu'on va détecter la douleur. Donc, je vous ai dit, ces 2 prix Nobel ont découvert comment est-ce qu'on perçoit la température, le chaud et ce qu'on perçoit la pression mécanique. Eh bien, nous, on travaille aussi sur le même type de mécanisme et on cherche à savoir comment est-ce qu'on va percevoir des douleurs à la température, donc changement de température, des douleurs, changement de pression et des douleurs
chimiques. Il y a un certain nombre de composés chimiques qui sont extrêmement douloureux. L'acidose, par exemple, l'acide, si vous coupez le doigt et que vous mettez un peu de vinaigre sur votre blessure, vous verrez que c'est extrêmement douloureux. Eh bien, nous, on cherche à comprendre comment est-ce qu'on peut ressentir ce type de douleur sur l'acidité. Donc, j'ai mis ici un schéma qui représente les voies neurosensorielles de la douleur. Donc, on a dans tout l'organisme, sur tout l'organisme, des neurones spécifiques, des neurones qui sont dédiés et qui vont couvrir l'ensemble de l'organisme et qui vont servir à détecter, c'est la partie détection, perception d'une stimulation douloureuse. Donc, ces neurones sensoriels sont reliés à la moelle épinière, dans le dos, et à partir de la moelle épinière, cette information neurosensorielle, cette information des neurones, va remonter jusqu'au cerveau pour aller activer les différentes régions que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc, on a vraiment un système sensoriel, un câblage de neurones qui couvre l'ensemble du corps et qui va être ici uniquement pour détecter la douleur. Et nous, on travaille sur ces neurones. Alors, pour aller un peu dans le détail, mais on ne va pas insister beaucoup là-dessus, on a sur la peau, par exemple, toute une panoplie de neurones qui vont servir à détecter différents types de sensations. Donc, le frottement, l'étirement, la pression, les vibrations. Et puis, lorsqu'on applique une pression un peu forte, eh bien, une partie de ces fibres nerveuses servent à ressentir la douleur. Et nous, on étudie vraiment ce qui se passe au laboratoire, on étudie vraiment ce qui se passe au niveau de ces neurones, juste aux extrémités sensorielles de ces neurones. Et ce qu'on découvre, c'est que ces neurones utilisent des protéines, des molécules qui sont présentes dans ces neurones, qu'on appelle des protéines, et plus particulièrement une famille de protéines qui s'appelle des canaux ioniques. Des canaux ioniques, pourquoi on appelle ces protéines des canaux ioniques? Parce qu'elles vont permettre des mouvements d'ions, des ions, du sodium, du calcium, du potassium, qui sont à l'état ionique dans l'organisme. Et le déplacement de ces ions va créer des courants électriques. Lorsqu'un ion est en solution, il est chargé, il a une charge électrique, et lorsqu'il se déplace, il crée un courant électrique. Et ces courants électriques, c'est très malin, les neurones utilisent ces courants électriques pour propager l'information sensorielle. Les neurones fonctionnent avec des petits courants électriques qui passent à travers des canaux ioniques. Et nous avons découvert au laboratoire un certain nombre de ces canaux ioniques, de ces protéines, de ces molécules qui vont provoquer des courants électriques. Et ces canaux ioniques, là, par exemple, ils ont des noms un peu barbares. Il y en a un qui s'appelle TREC, T-R-E-K, T-R-A-K, TREC-TRAC. Bon, c'est moi qui ai montré que ces canaux particuliers sont importants pour contrôler la perception à la chaleur, la perception acide, voire la perception mécanique. La détection de ces stimulations par les neurones. Et donc, lorsque la chaleur active un canal, par exemple, qui s'appelle, une de ces protéines qui s'appelle TRPV1, TRPV, on voit ici, eh bien, c'est l'activation d'un courant électrique, d'un courant ionique qui va déclencher l'activité du neurone. Ce courant ionique voyage tout le long du neurone sensoriel, remonte tout le long de la moelle épinière pour aller activer des neurones qui sont placés dans le cortex. Et là, on sait que c'est douloureux. Donc, ce canal TRPV1, je vous en parle parce que c'est le prix Nobel de David Julius lorsqu'il a découvert que ce canal était nécessaire pour qu'on puisse détecter la chaleur. Si on supprime ce canal, par exemple, nous, on a des modèles animaux dans lesquels, par mutation, par évolution, on a pu supprimer cette protéine, supprimer cette molécule, eh bien, on va supprimer la sensation qui est nécessaire, enfin, qui utilise cette molécule. Et c'est ce que les gens qui ne ressentent pas la douleur ont. Ils ont supprimé un canal, une protéine, une molécule, un canal ionique, une molécule qui sert à détecter la douleur. Si vous supprimez ce canal qui est au milieu ici, qui s'appelle NAV
chez une personne, c'est une évolution, une mutation, une personne qui a une petite mutation dans cette protéine et cette protéine devient inactive, eh bien, la personne devient insensible à la douleur parce que les neurones de la douleur ne produisent plus de courant électrique. Et s'ils ne produisent plus de courant électrique, eh bien, il n'y a pas d'information qui remonte au cerveau. Donc, on a ici un schéma où on voit sur la peau eh bien, un certain nombre de ces canaux ioniques. C'est compliqué, ils sont nombreux. Il y a au moins une cinquantaine de ces canaux qui peuvent être utilisés dans la perception, les différents types de perception douloureuses, et qui vont provoquer des courants électriques sur les neurones. Alors, juste pour faire court, puisque je vois que le temps défile, on a ici, sur cette diapositive, un certain nombre de ces canaux ioniques. Vous voyez, ils ont des noms un peu bizarres, TRP, A1, M8, V, etc. Et on a découvert aussi que ces canaux ioniques sont activés par des molécules naturelles. Par exemple, le piment, chili, le piment va activer le canal qui s'appelle TRPV1, et c'est ce canal qui permet de sentir la chaleur, la température. Si je regarde dans le schéma qui est ici, on voit TRPV1, c'est le canal de détection de la température. Et ce canal ici, cette protéine, cette molécule est aussi activée par le piment. C'est pour ça que quand on mange du piment, on a l'impression que ça brûle. Parce que le piment, les molécules qui sont dans le piment, vont activer, se fixer sur cette protéine TRPV1, peu importe. Et ce piment va activer très fortement cette molécule qui va activer les parents, qui va produire des courants électriques dans les neurones qui détectent le chaud, et on a l'impression que le piment, ça brûle. Le camphre aussi, même chose. Le camphre, quand on met du camphre sur la peau, ça chauffe un peu. Eh bien, c'est une sensation qui est due au fait que ce camphre, les molécules qui sont dans ce camphre, ils vont activer des canaux ioniques, ces molécules qui produisent des courants électriques dans les neurones, et ils vont produire des courants électriques dans les neurones qui sont responsables de sensations de chaleur. Et donc, en fait, on trompe le système, on trompe les neurones sensoriels en activant directement, soit avec le piment, soit avec le camphre, en excitant directement les molécules qui sont censées détecter la chaleur ou détecter le froid. La menthe, par exemple, agit sur un récepteur, une protéine qui s'appelle TRPM8, et c'est le senseur du froid. À l'échelle moléculaire, la molécule qui va détecter le refroidissement, c'est une molécule qui s'appelle TRPM8. C'est une molécule qui produit des courants électriques dans les neurones qui sont responsables de la sensation du froid. Et donc, lorsqu'on mange de la menthe, ou lorsqu'on mange un bonbon avec de la menthe, on a l'impression d'être rafraîchi, parce qu'on active les neurones qui sont responsables de la sensation du froid. Alors, on voit ici que des molécules naturelles peuvent agir sur ces molécules qui sont dans les neurones, qui sont responsables de la détection de différentes sensations. Donc, ce qu'on fait, nous, au laboratoire, c'est qu'on va rechercher, dans ces molécules naturelles, on va rechercher des molécules qui peuvent bloquer la douleur. Si vous trouvez des molécules qui vont bloquer ces protéines responsables de la sensation à la chaleur, la sensation au froid, la sensation mécanique, etc., vous pouvez bloquer la sensation de ce type de douleur. Alors, on recherche dans les toxines naturelles, on recherche dans les toxines naturelles de serpents, les toxines naturelles de grenouilles. Le cône marin est une molécule, est un animal qui a des toxines extrêmement efficaces sur le système nerveux. Les araignées aussi peuvent avoir des molécules qui agissent sur les neurones sensoriels. Alors, parfois, ce sont des molécules qui vont stimuler les neurones sensoriels, parfois, ce sont des molécules qui vont inactiver les neurones sensoriels. Parce que la question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a ces molécules dans le venin? À quoi sert le venin? Le venin, il sert déjà à tuer, et il sert aussi, il sert à tuer et pour se défendre, et il peut servir aussi à paralyser.
paralyser l'animal qui vient d'être mordu. Et dans ce rôle de paralysie, provoquer la paralysie, eh bien, il y a parfois des molécules qui vont bloquer la douleur. Pourquoi? Parce que, imaginez, vous êtes un serpent qui, dans la savane, le mamba noir, par exemple, nous on travaille sur le mamba noir aujourd'hui. Imaginez, vous êtes un serpent le mamba noir, qui vit dans la savane et qui va essayer d'attraper une proie. Le serpent, il traîne sur le sol, il va mordre une proie, une petite animal, je ne sais pas, un petit rongeur par exemple. Et le rongeur ressent la piqûre, le serpent mord l'animal, le petit rongeur il ressent la piqûre, première chose qu'il fait, il se sauve à l'autre bout de la savane. Et le serpent, il court derrière, mais lentement, il n'est pas assez rapide, le serpent. Donc, on a observé que dans le venin de ce type de serpent, du mamba noir, eh bien, il y a des molécules qui bloquent la douleur. Pourquoi? Parce qu'on peut mordre le petit animal et il ne ressent pas de douleur. Donc, le petit animal ne va pas se sauver à l'autre bout de la savane, il va rester sur place, finalement, il n'a rien ressenti, il n'a pas ressenti, la douleur a été bloquée par le venin de ce serpent, de ce mamba noir, et l'animal va mourir sur place, et le serpent n'a plus à se déplacer à l'autre bout de la savane, ni courir derrière sa proie pour pouvoir l'avaler. Donc, il y a plusieurs rôles et on utilise, nous, au laboratoire, c'est un peu de façon dérivée, ce type de propriété sur des venins. Et ce qu'on a montré récemment, c'est que, notamment, une des toxines qui est présente dans le venin de mamba noir, ce serpent extrêmement dangereux, si vous voyez un mamba noir, ne vous en approchez pas, c'est extrêmement dangereux, eh bien, une des molécules qui sont présentes dans le venin de la mamba noire a des effets inhibiteurs sur les neurones sensoriels, bloque l'activité des neurones sensoriels, spécifiquement, c'est très intéressant, inhibe l'activité des neurones sensoriels. Et puis, lorsqu'on travaille sur des modèles animaux de douleur, eh bien, on voit que cette molécule, cette toxine qui est présente dans le venin de mamba noir, cette toxine a des effets antidouleurs, antalgiques. Et ces effets antidouleurs sont tout aussi puissants que la molécule qui est utilisée aujourd'hui dans les hôpitaux pour lutter contre la douleur, qui est la morphine. Donc, on a découvert une toxine de mamba noir, de serpent, qui a le même effet qu'une molécule qui est déjà utilisée dans les hôpitaux, qui s'appelle la morphine, et qui a une activité antidouleur. Donc, on essaie au laboratoire de poursuivre les études sur ce type de molécule de toxine et savoir comment elle fonctionne, sur quelle cible elle va agir et comment elle fait pour bloquer la douleur. Et dans un espoir futur, peut-être, de pouvoir utiliser cette molécule pour aider les gens qui souffrent de douleur. Voilà. Donc, j'ai parlé assez longtemps, je pense. Et je vous remercie d'avoir été très sage, d'avoir bien écouté ma présentation. Et puis, bien sûr, je suis tout à fait ouvert à toute discussion, toutes vos questions, que ce soit sur la présentation que je vous ai faite ou peut-être sur les études à l'université ou la recherche scientifique, puisque moi, je suis aussi professeur à l'université. Donc, je donne beaucoup de cours à des étudiants qui sont en première année et puis jusqu'au doctorat à l'université. Donc, je vous remercie de votre attention et puis j'attends vos questions. Allez, première question. On peut l'applaudir d'abord, non? Oui, bravo, merci. Merci. Bravo. J'arrête le partage maintenant.